Salutations les rois, c'est Kaking, de retour avec un nouvel épisode des chroniques de Kakin. Alors avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour votre soutien et les stats de fou furieux que vous avez pu laisser à ma dernière vidéo sur le rôle clé de Leorio dans le futur de la série. J'ai vraiment été surpris par ce succès. Cette vidéo va parler d'un sujet bien moins populaire, comme je les aime finalement. L'un des princes de Kakin. Inutile de tourner autour du pot, vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit de Shanglai, le troisième prince, fils de la reine Toshorei. Shanglai est un prince plutôt apprécié par les lecteurs en vue de son tempérament pacifiste et de sa diplomatie qui semble par ailleurs être le seul à en démontrer pour le moment. Une diplomatie qui, je ne sais pas pour vous, nous fait du bien. On est dans une situation de tension constante qui évolue de manière exponentielle. La diplomatie, la seule alternative à la guerre, depuis le début des temps, ne semble pas faire partie du vocabulaire de la famille Oikoro, qui sont dans un état de guerre froide constante, excepté Shanglai. Cette différence de comportement, elle pourrait s'expliquer par cette ascendance maternelle différente. Toshorei, la mère de Shanglai, a certainement éduqué son fils dans la diplomatie, certainement pour faire une alliance géopolitique avec Kakin. Elle devait venir d'un autre pays, comme on peut le voir avec la couleur de sa peau, bien plus sombre que celle des autres reines. En tout cas, peu de chances que ce soit une Kakinienne pure souche. Et puis soudain ça arrive, oh, eh ben voyons. On peut totalement imaginer que le mariage entre Nasubi et Toshorei était surtout motivé par une alliance économique et donc l'argent. Kakin se devait de choisir un pays riche afin de toucher une grosse somme à la clé. Une somme qui a peut-être aidé à financer le projet pour le Black Whale. Si on fait un parallèle avec la Chine d'aujourd'hui, on est sur un pays qui s'illustre fièrement économiquement et qui a connu un essor important dans la mondialisation au cours des 30 dernières années. 30 ans, ce qui correspond au règne de Nasubi si on interprète les propos de Shidel dans ce sens quand elle évoquait la révolution la plus silencieuse du monde. Mais ça, on en reparlera dans un futur épisode. Si Kakin devait faire une alliance avec un pays, il y a fort à parier qu'il s'agisse d'un des 5 pays du V5. Les 5 pays à avoir réussi à lancer une expédition sur le continent caché par le passé et surtout à y être revenus, partiellement. Les pays du V5 sont par conséquent des pays puissants économiquement. On y retrouve les États-Unis de Sahelta, la République de Mimbo, le Royaume de Kukanyu, l'Union de Bejorose et la Fédération d'Oshima. Il s'agit certainement d'un état du sud proche de Kakin, pour faciliter la gestion des importations. Le pays le plus intéressant serait la Fédération d'Oshima, qui avec Kakin formerait un couloir avec une séparation maritime entre les deux. Ainsi, cela faciliterait l'exploitation des ports de la côte sud du pays, en plus d'être une alliance stratégique géopolitiquement. De plus, un des représentants du V5 a la peau aussi colorée que Shanglai. Il y a de grandes chances que cette femme soit la représentante de la Fédération d'Oshima. Cela nous permet de réaliser l'importance économique qu'a Shanglai sur le monde. De plus, on sait qu'il est affilié à un clan de la mafia kakinienne, le clan Shu. Aussi, le clan Shu est spécialisé dans les trafics de marchandises et des hommes au niveau 4, se reposant sur une classe moyenne et donc dominante. Il y a fort à parier que ce clan gère les importations et les flux de marchandises de Kakin, voire même de tout ce couloir stratégique. Tandis que le clan Sha se concentre sur le commerce illégal et que le clan Ace sur le commerce avec les hautes fortunes lors des enchères et des grandes ventes comme Yorshin City. Avec le décès des parents de la mafia, par la famille Zoldyck, parrain contrôlant le monde dans l'ombre, cela a dû laisser une place libre dans le marché que les clans de Kakin se sont efforcés à prendre, mettant Shanglai dans une position de plus en plus importante ne faisant qu'accroître sa fortune. Aussi, Shanglai est le nom d'un milliardaire chinois qui a beaucoup investi dans la mondialisation. Je n'y connais pas assez pour vous expliquer son importance dans le domaine de la finance et l'économie mondiale. Mais il y a fort à parier que Togashi Sensei s'est inspiré de lui pour créer son troisième prince. Désigné par son demi-frère Tsupepa comme une allégorie du péché capital de la luxure, Shanglai est comme naturellement attiré par l'argent, argent avec lequel il a certainement pour objectif de contrôler le monde économiquement. Je pense qu'il désire devenir roi de Kakin pour asseoir son influence et la suprématie mondiale de Kakin, permettant d'instaurer un climat de paix dans le monde. Bref, l'influence et le poids économique qu'il représente font de lui un candidat important à la succession de Kakin. Mais dans le cadre de cette guerre, a-t-il un réel poids ? Déjà, Shanglai est quelqu'un de très intelligent, il a très rapidement compris qui était la clé du succès, Kurapika, et s'en est emparé avant les autres.
il a conclu une sorte d'alliance avec lui qui va faire que Shanglai sera la première personne vers qui Kurapika et Oito se retourneront en cas de danger, la menace pouvant venir de n'importe où. Cette rapidité d'esprit lui a permis de se mettre dans une position stratégique importante. Je pense que Kurapika et lui feront évoluer leur alliance en une réelle coopération, et cela aurait un grand intérêt pour rassembler les différentes intrigues. Shanglai est affilié à l'un des clans. Il doit connaître la présence de la brigade à bord et pourrait la dévoiler à Kurapika. Aussi, cette alliance pourrait s'opposer à Tserenich, affilié au clan Ei, auquel s'opposent le clan Shu et Sha, ce qui faciliterait la mise en opposition de Tserenich et Kurapika. Kurapika a permis de réunir les princes inférieurs qui vont donc ensuite pouvoir se réunir autour de la personnalité de Shanglai. Cette alliance entre les princes inférieurs n'aurait que pour objectif l'arrêt total de la guerre, en formant une puissance assez importante pour geler le déplacement des autres princes. Donc il aura à coup sûr un impact important dans la suite du manga. De plus, sa faculté de bête de laine semble fonctionner avec une certaine période de latence, montrant que Togashi compte le faire durer à travers l'histoire, et donc pas le tuer dès le départ. Shanglai pense que sa faculté ne s'activera que lorsqu'il sera roi, mais je pense qu'en réalité il a déjà commencé à agir. On sait que chaque jour sa bête relâche une pièce, d'une valeur fixée à 1. Aussi, cette pièce semble augmenter au fur et à mesure du temps, se fixant à 10 jours après son apparition. A mon avis, la faculté de cette pièce résulte dans son état de possession. Shanglai est le maître incontesté de ces pièces qu'il peut attribuer aux autres comme des récompenses. Il a actuellement 10 pièces à son actif, dont une donnée à Tenftori, le chef de la garde, ayant obtenu le naine grâce à Kurapika, qui en est à son 9e jour, et donc qui devrait apparaître avec une valeur supérieure dès les prochains chapitres. Une autre pièce, la première désormais à la valeur 10, a été récupérée par Koventoba, garde de Benjamin. Mais la question est la suivante, possède-t-il vraiment cette pièce ? Je pense que Shanglai sait que Koventoba a piqué la pièce sans le signaler et ne lui fait pas remarquer pour observer les effets que ça lui apporte. Donc techniquement, Shanglai a accepté que Koventoba soit le propriétaire de cette pièce. Je pense qu'il pourra la récupérer facilement dès lors qu'il ne le considérera plus comme étant son propriétaire légitime. Mais en soi, que va apporter la possession d'une pièce ? Pour cela, il va falloir analyser la structure de la bête de laine de Shanglai. Déjà, on peut remarquer la surprésence de symboles religieux autour de l'univers de Shanglai, et notamment du christianisme et du bouddhisme. Déjà, ces points sur le front lui attribuant une ressemblance particulière avec Krillin, en espérant que ça ne dise rien sur son destin funèbre. En réalité, il s'agit de traces de moxibustion, procédé d'acupuncture beaucoup pratiqué chez les moines Shaolin, donc bouddhistes. Chacun de ces points a une signification particulière, c'est ce qu'on appelle les 3 joyaux. D'abord le Bouddha historique, soit la première personne ayant pratiqué son éveil, l'origine de cette pratique religieuse. La première personne ayant atteint le rang de Bouddha, l'état de Bouddha. Ensuite, Dharma, les enseignements de ce Bouddha, son héritage, et le Sangha représentant la communauté bouddhiste à l'état actuel. Ce nombre 3 revient également dans sa position, 3e prince, et son ascendance, 3e reine, mais aussi dans le numéro de cet épisode, par inadvertance bien entendu. En creusant un peu, j'ai trouvé que le chiffre 3 était beaucoup relié à une notion d'équilibre. C'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans Pokémon. Généralement, il y a 2 Pokémon légendaires, mais un 3e peut se pointer pour faire la paix entre les deux. Généralement, c'est ce qui arrive. Par exemple, avec Groudon, Kyogre, Rayquaza. Aussi, à chaque fois qu'il y a un trio de quelque chose, il y a forcément un équilibre qui s'instaure, quand on pense par exemple à l'époque des 3 royaumes dans la Chine antique. Donc tout ça pour dire que le personnage de Shanglai est beaucoup lié à ces notions d'équilibre et qu'il veut vraiment l'instaurer dans l'enceinte de la guerre de succession. Aussi, sa bête de laine est en forme de Dharma Chakra, roue représentant le développement du bouddhisme dans le monde et la voie vers l'éveil. Rayon pour le noble chemin octuple, chemin à suivre pour ne pas succomber dans nos plaisirs, ce qui serait représenté par le signe du plus. Ni dans l'ascétisme, visant à réduire à néant tous les plaisirs du corps, comme l'aime tant le christianisme, ce que représenteraient les croix latines autour de la bête. Cette roue vise à nous montrer la route à suivre en essayant de nous orienter entre les deux extrêmes. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète les symboles. Alors on peut facilement imaginer une faculté de manipulation mêlée à de la matérialisation grâce aux pièces de la bête de laine. Cela représenterait le développement des idéaux de Shanglai, instaurant une relation
patron de salariés, propre au capitalisme qu'il représente. De plus, dans les civilisations comme l'Inde, les prêtres et les moines représentent le plus haut de la société, avec les castes toujours actives en Inde. Et finalement, partout dans le monde de manière discrète avec le capitalisme. Ainsi, Shanghai viendrait réunir les deux notions pour assujettir son environnement avec ses pièces, prenant de plus en plus de valeur au cours du temps. Je ne pense pas que les pièces vont aller jusqu'à ensorceler l'esprit de son possesseur, cela se rapprocherait beaucoup trop de la faculté de Tyson et de Salé Salé, ce qui ferait beaucoup dans cette guerre bien que Salé Salé soit mort, donc je pense qu'il s'agit de quelque chose de bien plus profond que ça, un système méritocratique. Alors pour cela, il faut que la pièce apporte quelque chose de particulier à son possesseur, car à l'heure actuelle, elle ne représente encore rien et n'a donc aucune valeur particulière. Un système méritocratique viserait à user de la valeur de ces pièces dans le but d'assujettir son entourage. Shanghai est le patron, c'est lui qui attribue un salaire à ses salariés qui reçoivent une pièce qui va augmenter de valeur en fonction du temps passé. Ainsi, pour obtenir une pièce de haute valeur de sa part, il faut être soit ancien dans son système, soit le mériter, et donc agir pour obtenir le respect et gagner une pièce de la part de Shanghai. C'est ainsi et c'est en ça qu'au fur et à mesure va se construire un culte autour de Shanghai. Mais que gagnerait-on à posséder cette pièce ? Pour ça, il va falloir creuser dans le bouddhisme, qui est une pratique beaucoup liée au karma. En s'approchant de l'éveil, on gagne en karma positif, c'est-à-dire que nos actes vont tendre à obtenir une réponse positive, de la chance. Ce que cette pièce apporterait, c'est tout simplement de la chance. Et en augmentant de valeur, elle augmenterait le karma. Beaucoup ne s'apercevront pas que cette chance nouvelle est directement due à leur possession de cette pièce, et vont au contraire penser que c'est dû à la bénédiction de leur seigneur Shanghai, les assujettissant peu à peu. Oublie, ce que Shanghai offre, c'est un putain de plot armor. Mais bon, vous allez penser que c'est un peu claqué comme faculté, mais ça c'est parce qu'elle s'instaure sur le long terme. Au bout de 10 jours, la première pièce atteint la valeur 10, et augmente notre karma. Et maintenant, au lieu de faire pile une fois sur 2, on le fait une fois sur 4. Au bout de 25 jours, la première pièce atteint la valeur 25. Elle augmente notre karma. Et maintenant, au lieu de faire pile une fois sur 2, on le fait une fois sur 8. Au bout de 50 jours, la première pièce atteint la valeur 50. Elle augmente notre karma. Et maintenant, au lieu de faire pile une fois sur 2, on le fait une fois sur 16. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est surcheaté. Alors selon ces estimations-là, ça peut évoluer totalement différemment. Au bout de 50 jours, tout le monde va forcément se bousculer pour obtenir la pièce de valeur 50, en servant Shanghai et en espérant mériter sa bénédiction tel un dieu. Mais est-ce qu'on ne peut pas mentir et tromper Shanghai pour obtenir une pièce 50 et tenter de le tuer par la suite ? Alors soit Shanghai possède lui-même un plot armor surpuissant, et donc un karma autour de valeur 1000, ce qui le rend quasiment impossible à tuer, mais ce serait carrément surcheaté, alors réfléchissons. Si les proches de Shanghai, qu'il a bien choisi, bien entendu, tentent de le défendre ayant sa bénédiction, ils ont alors plus de chances de réussir à le sauver. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est choisir les bonnes personnes et faire preuve de distinction, ce qu'il n'aura pas trop de mal à faire étant d'un tempérament réfléchi. De plus, si on suit ce raisonnement, il a la capacité de retirer la possession d'une pièce d'un individu. Il peut le faire au dernier moment de manière à faire en sorte que son assassin perde sa chance et perde face aux gardes de Shanghai, ayant été dopé à la chance. En bref, s'il utilise cette faculté intelligemment, cette capacité peut lui permettre de devenir roi facilement, et également de dominer le monde. Ce n'est que mon avis, mais je pense que ce sera lui le vainqueur de la guerre de succession, ou en tout cas c'est celui qui a le plus de chances de victoire à l'heure actuelle. Il pourrait donner des pièces à Wobble, Oito et Kurapika pour les protéger, puis faire de même avec les autres princes inférieurs. Ceci pourrait d'ailleurs protéger Wobble de Sarael, l'intouchable de Camilla, ayant pour objectif de maudire Wobble. Je sais, je suis totalement obsédé par ce mec, mais c'est l'un des plus gros dangers actuels à absolument surveiller. Au fur et à mesure, les gens s'apercevraient que leur alliance avec Shanghai porte ses fruits, et se réuniront de plus en plus autour de lui, commençant à le vénérer comme un dieu. Voilà, c'était tout pour ce 3e épisode des Chroniques de Kakin. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez de ce personnage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode qui parlera d'un sujet que je n'ai pas encore décidé.
Il devrait venir dans 1 ou 2 mois, alors soyez patients. Je m'efforcerai à prolonger cette série du mieux que je peux et il y a encore beaucoup à dire.